Aujourd'hui, je voudrais explorer les quantités substandards du travail et notamment insister sur une catégorie particulière qui va articuler le travail à toutes sortes d'autres valeurs, qui est le travail à temps partiel, afin de décrire aussi des modèles d'organisation des sociétés autour de l'imbrication entre le travail et le hors-travail, par exemple les engagements familiaux, et montrer ensuite comment la société se polarise sur ce plan-là, mais avec des variations extraordinaires selon les pays. Donc je vais d'abord, assez rapidement j'espère, procéder à un passage en revue des problèmes que pose la quantité substandard de travail, c'est-à-dire moins qu'un temps plein, qui reste une norme importante, au moins une norme principalement masculine au long du cycle de vie, et une norme centrée sur 20 ans, entre 30 et 50 ans principalement. Qu'est-ce qui arrive? Où se situe le risque de travailler moins que la norme? Alors, avec mon équipe, on a exploré les données. C'est encore une fois, vous savez, j'ai le souci de présenter les preuves de l'analyse et de les commenter. On a exploré les données, les déclarationnels de données sociales sur 2010 et on a examiné le risque de travailler moins d'un mi-temps, d'une 930 heures, 910 heures, pardon, dans l'année, et on regarde où se localisent les facteurs qui expliquent cette situation de risque. Et clairement, les contributions positives viennent au jeune âge. C'est une évidence, en tout cas qui est confirmée statistiquement. Ici se situe l'ensemble des salariés, ici les hommes et à droite les femmes, avec d'autres facteurs importants que j'ai surlignés qui sont évidemment le contrat, le CDD, et l'intérim joue toujours un rôle extrêmement, une contribution très forte à la diminution des quantités de travail, de même que le CDD bien sûr. Les femmes dans le monde de l'artisanat, des commerçants et des chefs d'entreprise, vous vous souvenez de ce que j'ai dit, sont souvent salariés de ces entrepreneurs indépendants et elles ont un risque beaucoup plus élevé de travailler de travailler en dessous de 910 heures. Dans les secteurs comme le commerce, l'hôtellerie, la restauration, la situation est contrastée entre les hommes et les femmes. Les hommes ont moins de risques et les femmes beaucoup plus. Là, on a une des preuves du caractère genré de la distribution des risques. Le secteur public abrite davantage du risque que le secteur privé, et notamment ce domaine-là, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, qui sont les emplois des services à la personne avec des particuliers employeurs qui contribuent très fortement au risque de quantité substandard de travail. Enfin, le monde des petites entreprises, celui dont on attend tant dans nos espoirs de reprise, le monde de l'entreprise, lui aussi alloue le temps de travail en quantité substandard. Voilà un bref panorama de la situation. Une fois qu'on a mis au point un calibrage des quantités, il faut examiner ce que représente l'incidence sur les contraintes budgétaires. Alors, à nouveau, il faut procéder par resserrement de l'analyse. Qu'est-ce qu'un budget d'un ménage? Des collègues Nathalie Misseg et Lou Wolf de l'INSEE ont examiné l'analyse des budgets et l'impact des différents facteurs sur le niveau de vie en général. Et ce qui est important à retenir ici, c'est le calibrage des différents facteurs qui contribuent à un niveau de vie plus ou moins élevé. Ce qui est important à retenir immédiatement, c'est l'apport d'un autre revenu dans le ménage joue un rôle considérable. C'est le principal facteur explicatif des variations de niveau de vie, ce qui veut dire que l'approche que j'ai adoptée pendant tout un ensemble de séances centrées sur l'individu, évidemment, maintenant est fortement élargie au couple, au ménage, et vous voyez que la contribution est énorme. Le gain en pouvoir explicatif dans le modèle qui est mis en œuvre et représente 17,2 en valeur,
contre le deuxième facteur explicatif, c'est le salaire horaire perçu, c'est-à-dire le salaire de l'individu. Vous voyez que l'écart est absolument énorme. Donc, l'affaire du travail n'est pas une affaire d'individus, c'est une affaire d'ensembles sociaux, de couples, de foyers, de ménages. Et la configuration familiale, évidemment, s'introduit là aussi. C'est le deuxième facteur explicatif principal. À droite, j'ai placé les facteurs tels qu'ils apparaissent dans une régression logistique dans ce travail. On voit que le niveau de vie des salariés âgés est plus élevé. Il a une contribution positive, l'âge a une contribution positive, au moins jusqu'à la fin de la vie active, ce qui est un résultat classique du biais en faveur de la carrière salariale dans les sociétés organisées autour du travail normé. Les facteurs qui sont considérables et dont j'ai fait apparaître la valeur sont à la fois le salaire, mais surtout la configuration familiale. C'est ici qu'apparaissent les contributions d'un autre revenu, qui sont très importantes, évidemment, qui varient en fonction du niveau de revenu, et la configuration du ménage en fonction du nombre d'enfants, évidemment, agit négativement sur le budget des ménages. Elle agit positivement si on prend les choses en considération intertemporelle, puisqu'on a vu que les salariés âgés, et notamment âgés et bénéficiant d'une retraite, sont ceux qui ont évidemment investi dans un foyer avec des enfants. Donc la situation ici est très claire. Elle est intéressante aussi à contraster avec ce qui arrive quand on atteint la pauvreté. La pauvreté s'explique dans ce modèle. Vous ne le voyez pas bien, c'est la contrainte de l'exercice, mais la pauvreté s'explique d'abord par le volume de travail plus que par l'apport du conjoint. L'explication tient en partie à la composition des revenus dans un couple. Une enquête toute récente de l'INSEE l'a mis en évidence. Elle a insisté beaucoup sur l'inégalité de rémunération entre hommes et femmes et sur la contribution des femmes au budget des ménages qui n'est supérieure à celle des hommes que dans un quart des cas, mais tout de même. Mais ici se situent les revenus les plus bas. Et qu'est-ce qui est la composition qu'est-ce qui est la situation des femmes vis-à-vis de l'emploi dans la tranche de revenus du couple, sachant que le taux d'activité des femmes est inférieur à celui des hommes. On regarde ici la situation des femmes. C'est évidemment l'inactivité qui est le facteur qui contribue beaucoup à la situation dans le premier décile des revenus. En tout cas moins de 17 000 euros. C'est une distribution par quantité en euros, pas par décile. Voilà, donc là, le chômage et l'inactivité sont des facteurs essentiels. Autrement dit, ils jouent beaucoup, mais le volume de travail individuel lui-même joue beaucoup. Donc, l'analyse par les volumes de travail est évidemment une chose tout à fait essentielle à examiner. Je vais la détailler à l'instant pour savoir, au fond, qu'est-ce que c'est que cette quantité de travail. Les données dont on dispose sur est-ce qu'on souhaite ou non travailler davantage, quelle est au fond l'élasticité des préférences aux quantités. Elle peut varier en fonction d'un certain nombre de critères, l'âge, la quantité même de travail et le niveau de salaire horaire. Ici figure l'élasticité de la préférence à l'égard par rapport au salaire qui est perçu, le salaire horaire perçu. Au fond, on a un problème c'est le fameux problème d'effet de substitution ou d'effet de revenu. Quand on arbitre entre le travail et le loisir, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand on augmente le revenu? Est-ce qu'on veut plus de loisirs ou est-ce qu'on veut plus de revenus en travaillant davantage? C'est clairement le temps partiel qui tire beaucoup ici en faveur d'un souhait de travailler davantage. Cette catégorie-là, je vais l'explorer un peu plus tard, mais elle crée une vraie dissociation entre les deux situations.
Et une fois qu'on a atteint un certain niveau de salaire horaire à partir de 12 € l'heure, vous voyez qui sont des situations assez normées, vous voyez que les préférences diminuent rapidement, sauf dans la situation de temps partiel, qui est beaucoup plus sensible à des variations de salaire horaire. On peut explorer les choses encore différemment, et là figure l'analyse en quantité d'heures de travail. Et observez la courbe du temps partiel. Au fond, quand les individus sont à temps partiel, combien veulent-ils travailler davantage, à partir de quel seuil veulent-ils travailler encore davantage ou pas? Et on a ici une rupture intéressante de la tendance qui se situe à peu près à 25-26 heures. Et il se trouve que le temps partiel, c'est un des grands problèmes de nos analyses statistiques et de nos catégorisations sociales du temps de travail. Le temps partiel est rarement défini. Un temps partiel peut être 10% de moins que le temps complet par accord entre l'individu et l'entreprise, ou bien peut être 2 heures dans la semaine. Il y a une plage de variations très importantes qui donne évidemment lieu à des conflits non pas simplement académiques, mais des conflits sociaux sur qu'est-ce que c'est qu'une norme de travail à temps substandard. Et quand on regarde les préférences des individus, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe ici, une rupture de tendance. Et il se trouve que la loi française la plus récente a fixé le plancher du temps partiel à ce niveau-là à peu près, 24 heures, alors qu'il n'était pas défini auparavant. Et il se trouve qu'il correspond, je ne sais pas quelle a été l'interaction entre ces données et les décisions, mais il correspond à une perception et une préférence normée. Quand on examinera le cas d'un pays extraordinairement intéressant, qui est un pays qui a diffusé le temps partiel à un très haut niveau, plus que les autres, qui est la Hollande, qui explose toutes les statistiques de préférence pour le temps partiel, eh bien, elle se situe là, et la Hollande en a même fait, ou le peuple hollandais en a fait une sorte de préférence normée pour une certaine quantité de travail qui conviendrait assez bien sous contrainte budgétaire, en tout cas pour une majorité des individus, mais nous verrons aussi, mais pas aujourd'hui, mais dans l'examen rapide des 3 cas contrastés, la Hollande, l'Angleterre et la France, que le temps partiel en Hollande masque aussi une très forte polarisation des situations. Les temps pleins sont maintenant massivement corrélés à des emplois de haute qualification. Mais il y a une information qui figure ici qui est importante, et je voulais insister. Ici, enfin, se présente l'analyse par l'âge. Le temps complet, les variations sont assez logiques. L'intensité d'une préférence pour un travail supplémentaire quand on est à temps complet est assez faible, donc elle se situe très en dessous de la courbe du temps partiel, mais elle décroît en plus avec l'âge, ça ne vous surprendra pas. En revanche, la courbe du temps partiel, elle est intéressante à observer parce qu'on voit bien que au jeune âge, le temps partiel est une contrainte, c'est beaucoup plus subi que choisi. En revanche, la situation se transforme assez spectaculairement à partir de 30 ans, entre 20 et 30 ans. La décroissance de la préférence pour un travail supplémentaire en temps partiel diminue en raison même des arbitrages et des interactions complexes entre ce qu'est la valeur du travail pour l'individu et ce sont les arbitrages au sein d'un couple à travers le temps partiel. Et donc, là encore, les données sont tout à fait explicites. Mon souci est toujours, non pas simplement de présenter des mécanismes et des théories, mais aussi de les arrimer à des illustrations empiriques pour vous montrer comment les choses fonctionnent. Je vais rapidement présenter la modélisation générale de tout ceci, qui est elle aussi très explicite. Elle montre bien que
la préférence pour le travail, pour davantage de travail. Ici, c'est une modélisation qui, dès que l'indice est supérieur à 1, c'est préférer travailler plutôt que pas travailler davantage, préférer travailler davantage plutôt que pas travailler davantage. Donc l'indice 1, c'est neutre, et tout ce qui est supérieur à 1, c'est une préférence positive, et inférieur à une préférence négative. La situation des jeunes est clairement en faveur du travail, donc il n'y a pas besoin d'aller faire de grandes enquêtes pour comprendre que la jeunesse non seulement veut du travail, mais en veut en quantité non pas rationnée comme beaucoup, notamment dans les mondes non qualifiés, mais pour faire ses preuves, pour accumuler de l'expérience et aussi se procurer des salaires afin de financer ses conditions de vie. Par exemple, l'accession à la propriété joue en faveur du souhait de travailler davantage, mais la location encore plus, c'est-à-dire qu'il faut bien, la contrainte budgétaire existe et elle est très présente. Les informations intéressantes d'eux-mêmes sont celles de l'ancienneté professionnelle. Quand on a peu d'ancienneté professionnelle, on souhaite évidemment, toutes choses égales par ailleurs, on souhaite travailler davantage, ce qui veut dire que le travail est un facteur d'accumulation d'expérience et d'enrichissement du capital humain de l'individu qui est évidemment une variable à prendre en compte. On ne peut pas considérer que le travail rationné très tôt est une solution socialement acceptable. On voit bien que la préférence pour une quantité plus élevée de travail est corrélée à un ensemble de facteurs, je l'ai dit, de valorisation du capital humain et d'accumulation d'expérience. L'expérience joue un rôle très élevé, et comme la productivité est plus élevée au jeune âge qu'ensuite, vous voyez que ces facteurs-là sont très étroitement corrélés. Tout ceci nous amène au fait auquel je veux en venir maintenant. L'allocation du travail ne se fait pas en quantité totalement discrétisable, c'est-à-dire sécable à volonté, en quantité plus ou moins importante, normée au temps plein et ensuite extrêmement flexible. Non, cette discrétisation est beaucoup plus complexe. Il y a quelques mondes dans lesquels on travaille au projet, à la mission, à la pige ou à la vacation, très couramment, où on peut se procurer des contrats pour 3 heures, 1 jour, 2 jours, etc., ce qui sont des mondes où la quantité de travail est presque liquide, comme on dirait en analyse économique. Elle est totalement décomposable. Mais l'opération statistique normale conduit à labelliser les quantités subnormales de travail. Et dans cette labellisation figure évidemment le temps partiel. Je l'ai dit, cette définition varie beaucoup selon les situations et selon les pays. Ce temps partiel peut faire l'objet de 7 lectures différentes qui donnent chacune une perspective propre sur ce qu'est la valeur du travail aujourd'hui. Je ne vais pas les examiner méthodiquement, mais elles vont plutôt constituer des dimensions de mon analyse de la polarisation du travail. La première dimension, ou la première lecture possible, c'est celle de la performance macroéconomique et macrosociale des incitations à l'activité, même sous une forme réduite, le temps partiel, plutôt que le confinement dans l'inactivité et dans le chômage. Je vais y revenir. La deuxième lecture, très importante, c'est le caractère sexué de la fragmentation du travail en durée substandard. La troisième, c'est le problème de la dualisation du marché du travail, qui réserve à un noyau central de la main-d'œuvre les emplois de bonne qualité. La quatrième lecture possible, c'est la relation entre la déstandardisation de l'emploi et la polarisation des emplois. L'incidence de l'emploi non standard est évidemment très sélective socialement. C'est un point qu'il faut garder en mémoire en permanence, mais de manière plus complexe
qu'une simple cotation verticale. Les arbitrages au sein des couples en seront une illustration importante, avec ou non réversibilité quand on change de l'emploi standard à l'emploi non standard. Ça, c'est un point évidemment essentiel. Le cinquième point, c'est celui de l'articulation entre les temps de travail et de hors-travail en fonction des séquences du cycle de vie. Études, naissance des enfants, aménagement de l'intensité de travail dans la dernière partie de l'existence. Sixième point, l'organisation du travail en fonction de l'activité en fonction de la composition des ménages. La valeur accordée au travail varie évidemment beaucoup en fonction de la corrélation ou de la décorrélation entre la quantité travaillée, l'exercice des préférences et des arbitrages au sein des ménages sous contraintes budgétaires. Et enfin, il y a une question importante à examiner qui sera présente tout au long, qui est la partition entre le choix et la contrainte quand on n'est pas en emploi standard, ou quand on est en emploi standard aussi. Et là, c'est cette fameuse question du travail partiel subi ou choisi. Et on met souvent des guillemets dans l'analyse sociale, et il faut examiner ce que sont ces guillemets. Pour entrer dans l'analyse, je voudrais vous présenter d'abord je voudrais centrer l'analyse du temps partiel sur une question d'économie politique de l'emploi. Ici, je vous présente, je ne vais pas, les chiffres ne sont pas intéressants, mais c'est la présentation elle-même qui est intéressante. Je vous présente les grands indicateurs du marché du travail dans la grande enquête sur les conditions de travail, une enquête européenne qui est extrêmement précieuse et qui est réalisée tous les 5 ans. Ça, c'est la dernière qui date de 2010. Quels sont les grands indicateurs des qualités de l'emploi, les Key Labor Markets Indicators en Europe? C'est le taux d'emploi, le taux de chômage, le pourcentage de travailleurs qui travaillent à temps partiel et le pourcentage de travailleurs qui sont en contrat à durée déterminée ou temporaire. L'argument qui est avancé par les enquêtes implicitement ou explicitement dans ces enquêtes et par les organismes internationaux qui les réalisent, c'est que, à la différence des taux d'emploi en contrat temporaire ou à durée limitée, le taux d'emploi à temps partiel a une signification complexe en raison de la corrélation positive au taux d'emploi. Autrement dit, le temps partiel n'évince pas le temps plein, mais ajoute au taux d'activité d'une collectivité humaine, une nation par exemple, fait entrer davantage de monde en emploi, et je vais tout de suite le détailler, et en raison aussi de la corrélation négative avec le taux de chômage. Donc, les performances, évidemment, macroéconomiques et macrosociales du marché du travail sont améliorées de manière complexe par le recours au temps partiel. La flexibilité, autrement dit, la flexibilité par le volume de travail se distingue de la flexibilité par la forme contractuelle d'emploi. Ça ne dit pas la même chose. Les deux ont une relation, mais elles ne se superposent pas. La première, la flexibilité par les quantités de travail, insère une interaction complexe entre l'offre et la demande d'emploi. À l'inverse, et c'est un des motifs de la question subie ou choisie. Mais vous ne trouverez jamais une question sur le CDD subi ou choisi dans les enquêtes sur l'emploi ou dans les demandes, dans les enquêtes sur les préférences des individus. Peut-être à quelques cas très particuliers près, sur lesquels je ne vais pas insister aujourd'hui. Le temps partiel, qu'est-ce que c'est ? Je pars d'abord de la situation en France. Le temps partiel, c'est d'abord une situation massivement féminine. 82% des salariés à temps partiel en France sont des femmes. Et un tiers des femmes salariées sont à temps partiel.
contre 7% des hommes. Les femmes sont particulièrement à temps partiel quand elles ont des enfants à charge. 45% des femmes salariées qui ont des enfants travaillent à temps partiel et près d'un salarié sur 3 déclare être à temps partiel faute d'avoir trouvé un emploi à temps plein. C'est le fameux temps partiel subi dans cette définition-là. Ce qui veut dire que 68% des salariés à temps partiel l'ont choisi. Donc on a l'exercice dont la définition mérite d'être examinée de plus près, mais on a l'exercice d'une forme de préférence au moins négative. Je ne veux pas travailler davantage, tout le moins sous les conditions sous lesquelles je suis interrogé. Les hommes, alors les raisons pour lesquelles ce temps partiel est choisi sont très différentes selon qu'il s'agit des hommes ou des femmes. Pour les hommes, c'est d'abord pour exercer une autre activité professionnelle, suivre des études ou une formation ou des raisons de santé. Pour les femmes, c'est massivement pour des raisons familiales. Je vous présente ici les motivations telles qu'elles figurent dans les enquêtes européennes. On a examiné sur 21 pays, on a une moyenne de la situation dans 21 pays, des motivations pour être à temps partiel ou alors des motivations de l'inactivité. Et il faut que vous observiez la relation entre ces deux tableaux parce qu'on montre bien qu'il y a un phénomène de vase communicant entre l'inactivité et le temps partiel. La distribution des motifs est à peu près a exactement la même structure dans les deux tableaux, mais elle n'a pas la même hauteur. Les barres bleues foncées, c'est le motif des études. Et évidemment, quand on est inactif et jeune, ici figurent plusieurs catégories, les jeunes, les femmes de 25 à 39 ans, les femmes de 40 à 54 ans et les travailleurs âgés. Du côté de l'inactivité, le motif, pour les jeunes, ce sont les études. Et quand on est à temps partiel, les études figurent encore comme le motif principal. C'est l'imbrication entre le temps de travail qui sert à financer des études et les études qui est une des raisons du choix à temps partiel. Si on interrogeait les individus aux États-Unis, on verrait cette grandeur-là augmenter encore beaucoup plus. Le temps partiel est beaucoup moins répandu, d'abord parce qu'il est plus difficile à définir. Le marché du travail américain ne fixe pas de normes complètes, de normes précises pour beaucoup de grandeur. Mais quand on va vers des quantités de travail partiel subi, on voit bien que la raison principale, c'est les études. Et il se trouve que les études américaines sont chères, donc voilà. Mais pour les femmes, le motif principal d'inactivité, c'est les responsabilités familiales. Et vous voyez que c'est dans ce motif-là que se puise la transition vers le temps partiel. Les femmes de 25 à 39 ans sont à temps partiel pour des raisons essentiellement de responsabilité familiale. Et ces raisons décroissent ensuite quand l'âge avance au bénéfice plutôt de préférence pour le temps partiel. Là, il y a un effet de cliquet qui est important, qui joue tout de même. La situation du temps partiel est une affaire complexe parce qu'elle fait jouer de manière contradictoire des mécanismes de contraintes budgétaires, d'équilibre des efforts dans le couple et de préférence pour une charge de travail aménageable. Et tout ça joue évidemment en fonction des caractéristiques des individus et notamment des niveaux de qualification. Mais on voit bien qu'il y a là, dans cette zone grisée, qui est celle de l'exercice de la préférence, on voit bien quelque chose qui se passe à mesure qu'on avance en âge. C'est et pour les travailleurs âgés, c'est encore plus net. Donc, il y a un détachement à l'égard, évidemment, de la valeur travail et une préférence pour le travail temps partiel par préférence pure, alors que les autres motifs, évidemment, décroissent, la responsabilité familiale ou les études. Les structures sont les mêmes, grosso modo, sauf pour la préférence pour l'inactivité. Les femmes de 40-54 ans sont tout simplement en responsabilité familiale encore, et c'est le motif de l'inactivité. Donc,
On voit bien ici que le temps de travail joue de multiples fonctions en relation avec ces quantités standards ou substandards. Quand on modifie la quantité et qu'on va vers des quantités non standards, on voit agir l'imbrication avec les études, l'articulation engagement-travail familial et tout simplement aussi l'allègement de la charge de travail à mesure qu'on avance en âge. La distribution qui est de structure homologue montre bien que le travail à temps partiel joue le rôle de solution de compromis et de point d'équilibre entre des systèmes de motivation qui peuvent orienter les individus hors du travail d'un côté et d'autre part le sacrifice direct de ces arguments de choix du hors-travail quand on est en emploi à temps plein. Et c'est exactement ce point-là que mettent en avant les recherches très singulières sur le monde néerlandais. C'est cette solution de compromis qui devient à un moment donné une situation d'équilibre social du moment qu'elle a atteint un niveau suffisant en termes de seuil, en termes de taux de pratique du travail à temps partiel. Une fois qu'un seuil a été atteint dans la société, il y a une transformation de la norme qui ne se pose plus du coup en termes d'acceptabilité ou non, mais en termes de jeu stratégique avec cette norme. Cette solution de compromis et de transition entre inactivité et temps plein, c'est évidemment une des lectures possibles de l'évolution de l'entrée des femmes sur le marché du travail et de la relation entre quantité de travail et taux d'activité. Voilà les données dont on dispose sur le lien entre temps partiel, temps plein et inactivité. Est-ce qu'il y a un lien entre ces situations? Je vous ai suggéré déjà qu'il y avait un lien entre le temps partiel et l'inactivité. Ici, vous avez en ordonnée la proportion des inactifs dans la population totale de différents pays, la Hongrie, la Tchécoslovaquie ou la Tchéquie, le Portugal, les États-Unis, les Hollandais. Les Hollandais tirent toujours toute la courbe, toute la corrélation. La corrélation est très importante. Donc, il y a une tendance, c'est-à-dire plus on a de travailleurs à temps partiel dans une société, moins les inactifs sont nombreux. On a donc un phénomène d'entraînement du marché du travail via le gradin du travail à temps partiel. Et la Hollande tire la corrélation vers des niveaux élevés, mais la pente est là, elle est clairement présente. Et à l'inverse, complémentaire à cette analyse, c'est la relation entre taux d'emploi et travail à temps partiel. Le travail à temps partiel augmente le taux d'emploi, c'est le symétrique évidemment. Les données sont dans l'autre sens, la pente est dans l'autre sens, et là encore, les Hollandais figurent à une position très particulière. Mais observez aussi la position en Europe du Nord. Qui a une histoire importante de la relation entre le travail et sa quantité d'un côté, l'entrée des femmes sur le marché du travail et le taux d'activité. Je vais y revenir tout de suite. La France se situe au centre de la distribution. Ici, c'est la proportion de travailleurs à temps partiel. La France a une proportion de travailleurs à temps partiel qui est plutôt inférieure à la moyenne européenne. Et un taux d'emploi qui est lui aussi au centre de la distribution. Donc il y a là de quoi évidemment méditer. Les pays d'Europe du Nord, le modèle scandinave, en quelque sorte, lui agit différemment. En somme, il y a là la mise en évidence d'un double arbitrage dans le monde du travail
la possibilité d'un travail à temps partiel apporte une solution à l'arbitrage entre l'inactivité et l'emploi, mais le temps partiel a aussi ces éléments de pénalisation, évidemment, pénalisation en termes de revenus, mais au fond, il y a un arbitrage entre le revenu et le temps dégagé pour d'autres choses, mais aussi pénalisation en termes d'évolution professionnelle, je vais y insister plus tard, qui peut évidemment agir dans le long terme. Si le temps partiel est une trappe et qu'il y a une situation non réversible, la solution évidemment est une solution défavorable. L'une des grandes questions qui se pose aujourd'hui, j'anticipe brièvement, mais c'est que ce temps partiel est féminin, très fortement féminin. Or, il donne lieu à une sous-exploitation du capital humain féminin, puisque les femmes sont aujourd'hui plus qualifiées que les hommes. On a là un problème important. Le second arbitrage, c'est donc bien celui-là, l'arbitrage entre travail à temps plein ou à temps partiel dans la carrière professionnelle. Les analyses que je qualifie de travail en termes d'économie politique disent trois choses. Du moins, mon argumentation dit trois choses. Premièrement, à l'égard du temps partiel, il y a bien une relation entre temps partiel et augmentation du taux d'activité. Deuxièmement, il y a une élévation du taux d'emploi féminin à travers ce mécanisme-là. Et troisièmement, il y a un problème de politique de soutien public à l'emploi par le recours au travail à temps partiel. Et ces trois dimensions ne sont pas superposables. Je vais les détailler maintenant. D'abord, l'augmentation du taux d'activité, je l'ai illustré à l'instant, je n'y reviens pas. On voit bien que la dimension sociale de l'affichage d'un taux d'activité, des indicateurs de comportement de la population en âge d'emploi, peuvent être des vecteurs possibles de confiance et d'optimisme, avec évidemment de considérables ambiguïtés en cas de très mauvaise qualité de l'emploi à temps partiel. Par exemple, les mini-jobs allemands qui sont très discutés. Mais la corrélation existe, je l'ai montré ici. Le deuxième point, c'est donc celui de l'élévation du taux d'emploi féminin. C'est donc cette grande question de la conciliation entre le travail et l'organisation de l'engagement familial et éducatif dans les couples, notamment dans les couples avec enfants. Ce point nous introduit à une typologie des États-providence. Il y a un travail classique de Gösta Esping Andersen sur cette question qui a proposé une typologie en trois modèles que je vais rapidement discuter avant d'examiner si, par exemple, le cas français il correspond, il est un mélange de caractéristiques. Mais je vais d'abord détailler ces modèles. Le modèle scandinave, le modèle libéral anglo-saxon et le modèle conservateur continental. C'est ainsi qu'ils sont qualifiés dans le travail d'Esping Andersen. Qu'est-ce que le modèle scandinave ? Le modèle scandinave, il combine un taux d'activité féminine élevé avec une production très importante de services publics à la petite enfance. Ce qu'il faut prendre en compte et garder en mémoire, c'est que la hiérarchisation des situations d'emploi des femmes est sans ambiguïté dans ce modèle scandinave. C'est l'emploi à temps plein des femmes et des mères qui a été la référence et pour construire progressivement un haut niveau d'intégration des femmes au marché du travail. Le temps partiel a essentiellement constitué un tremplin et encore constitue un tremplin vers l'accès à cette norme, à cette forme d'emploi. Ça a été le cas dès les années 50 et jusqu'au milieu des années 70. Et il est tout à fait symptomatique que, par exemple, la Suède ait utilisé l'outil fiscal de la taxation marginale croissante pour rendre
d'abord le temps partiel plus attractif que l'emploi à temps plein à l'époque, et deuxièmement, ce pays a introduit en 1971 l'imposition séparée des membres du couple pour en quelque sorte dissocier les carrières féminines et les carrières masculines et leur rapport au travail. Je vous présente ici un tableau que j'ai extrait d'un travail de 3 collègues hollandais qui présente un certain nombre d'indicateurs des comportements sociaux et du marché du travail, du taux d'activité, participation, comme on dit en anglais, au marché du travail, des quantités de temps partiel, des niveaux de fourniture de services à l'enfance en fonction de leur qualité. 4 est le score sur une échelle de -5 à +5. Et le score le plus élevé ici, c'est le score suédois, et le score danois, lui aussi, est très élevé. Ils trustent à peu près les meilleurs scores avec la Finlande qui est en dessous et la France qui est aussi un score élevé, 1,7. Et enfin, ici, on a le taux de fécondité. L'argument, c'est évidemment de connaître, alors je ne le fais pas sous forme d'analyse économétrique, mais je vous présente le tableau qui suggère des interactions complexes entre ces différents facteurs, évidemment. Ce qui est important, c'est que, pour mon point, c'est que le taux de temps partiel dans le modèle scandinave est faible, il est très inférieur à la moyenne. En Europe, il est de 32, à peu près de 32%. Et ici, en Suède, il est de 19, au Danemark de 25 et en Finlande de 15. Donc on a ici un modèle qui se réfère explicitement au fait qu'avec des bons systèmes de services à l'enfance, le travail à temps plein reste un idéal et pas du tout une sorte d'utopie pré-postmoderne en quelque sorte. Ça reste l'horizon d'émancipation. La question de savoir quelle est la quantité à laquelle on fixe un temps plein est une autre question, mais une norme sociale comme le temps plein joue comme horizon d'émancipation dans une société, peut jouer comme horizon d'émancipation pour les femmes dans une société comme dans ce modèle scandinave. C'est un point essentiel. C'est la combinaison du taux d'activité féminine, du niveau de temps partiel et du niveau de haute fourniture de services à l'enfance et d'un score qui est relativement, qui est inférieur au score français, mais qui est assez bon de fécondité, qui fournissent l'équation du modèle scandinave. On dispose d'une autre preuve de cette situation à travers l'analyse des pourcentages d'hommes et de femmes en temps partiel et de leur évolution sur 10 ans. Vous voyez que les pays scandinaves sont tous, presque tous, la Suède et la Finlande en tout cas, sont en dessous de la moyenne de l'OCDE, c'est une donnée de l'OCDE, et avec des évolutions assez faibles dans le temps. La Hollande, pour en reparler, décidément, elle nous occupera un peu parce qu'elle fait vraiment exception. Elle a un score considérable. Donc, la situation, et une autre illustration de ce problème est ici, c'est la relation, les barres bleues, c'est un graphique un peu complexe mais qui est intéressant. Les barres bleues représentent l'écart entre les femmes en taux d'activité entre les femmes et les hommes. Les femmes, par exemple en Hollande, ont un taux d'activité qui est de 70% par rapport aux hommes. Donc la hauteur des barres bleues importe. Dans les modèles scandinaves, les barres bleues sont très élevées. Autrement dit, le taux d'activité féminin est très important. Mais la deuxième information est fournie par ces petits losanges. Le losange gris, c'est l'équivalent temps plein pour les hommes et le losange blanc, c'est l'équivalent temps plein pour les femmes. Plus ils sont éloignés, plus les femmes sont en quelque sorte loin du modèle masculin du temps plein.
et plus elle s'en rapproche, plus la société est homogène sur une égalité à l'égard d'un horizon de temps plein. Et évidemment, la hauteur, la position relative de ces losanges joue aussi, puisque le temps plein peut être, s'il est très haut, ça signifiera évidemment que c'est une dimension essentielle du marché du travail. Et les pays comme le Danemark et la Suède, la Finlande, ont tous des écarts faibles entre hommes et femmes dans ce calcul de l'équivalent temps plein. Donc, on a bien une illustration ici d'un mécanisme qui fait du temps plein un ancrage, en quelque sorte, collectif et égalisable entre les sexes. Ce modèle scandinave a une histoire longue d'individualisation de la situation des femmes et d'émancipation par l'autonomisation financière. Je l'ai dit, l'imposition est individualisée depuis 1971, le congé maternité existe depuis 1938 et le congé parental depuis 1974. Et la création de crèches et de formules de préscolarisation des enfants s'est développée à partir du milieu des années 70. Intéressant aussi, oui, bon, le graphique n'apparaît pas, ça c'est un raté, mais c'est dommage. Ce graphique présente il présentait l'évolution de la couverture, enfin de la qualité des services à l'enfance, son évolution dans le temps, au regard du taux d'emploi féminin. Les courbes sont ascendantes dans le même sens, mais la courbe de couverture des soins à l'enfance progresse encore quand le taux d'activité féminine s'est stabilisé. Autrement dit, l'enfant lui-même est représenté comme une ressource individualisable qui est prise en compte alors même que le taux d'activité féminine est déjà stabilisé. Il n'y a pas simplement un mécanisme d'incitation, mais c'est un modèle social complet qui englobe l'enfant. Le modèle anglo-saxon, lui, est différent. Le modèle anglo-saxon de l'État-providence repose sur un recours important au travail à temps partiel féminin et sur le recours au marché pour la production de services à la petite enfance, les gardes, le temps postscolaire, les crèches, etc. Et de fait, les dépenses, puisque ce sont des situations de marché, les dépenses sont très élevées de la part des ménages pour ces services. On en a une illustration ici avec en abscisse le coût net des gardes et de tous les services à l'enfance pour un ménage biactif de deux membres qui gagnent dual earners. Et la donnée est tirée par la Suisse, mais vous voyez la Grande-Bretagne ici, l'Irlande, le Canada, les USA. Le modèle anglo-saxon se présente ici. Autrement dit, on paye cher le coût des services à l'enfance et on examine ici la part de l'emploi à temps partiel. Il est plus élevé, évidemment, dans ce contexte-là que dans le modèle suédois, dans le modèle scandinave. Les pays scandinaves se situent ici. C'est tout à fait remarquable. Les modèles sont littéralement visualisables dans ces données. Et la Hollande figure une fois de plus, je cherche à vous intriguer, comme une exception, puisqu'elle a un taux de temps partiel très élevé, alors même que le coût des services à l'enfance est très faible, enfin il est beaucoup moins élevé que dans le modèle là. Donc on a là aussi un cas qui est de décorrélation entre ces deux facteurs. L'autre preuve, en quelque sorte, ou l'autre indice du fait que le temps de travail, le temps partiel a une signification différente, c'est ici un indicateur qui est intéressant, qui est quelle est la manière d'organiser le temps partiel. Est-ce que c'est à la main entièrement des employeurs? Est-ce que c'est négociable? Est-ce que c'est entièrement à la main des salariés? C'est la valeur grise foncée. Ou est-ce qu'on peut choisir entre plusieurs horaires de travail et plusieurs agendas de travail?
c'est le gris clair. Le gris clair est généralement la quantité la plus faible ou la possibilité la plus faible. Celle-ci, c'est l'adaptation dans certaines limites. C'est le bleu foncé. Et le bleu clair, c'est l'employeur fait tout et détermine à la main. Il a le contrôle sur la situation. Et quand on regarde les données ici, on voit bien que la Grande-Bretagne se situe haut dans le pouvoir de l'employeur, alors que dans le modèle scandinave, vous voyez que la négociation a une part beaucoup plus importante et même le salarié peut agir beaucoup plus. C'est tout à fait manifeste. La corrélation est très forte entre l'organisation du temps et le modèle dans lequel on se situe. Le modèle anglo-saxon est un modèle où l'employeur joue un rôle essentiel, où le marché joue un rôle essentiel. Ça ne surprendra pas, mais voilà les conséquences. Tout ça impacte évidemment la signification et le mécanisme même du temps partiel. Il a été beaucoup étudié en Angleterre comme un univers de mauvais emploi, alors qu'il est, à l'inverse, dans d'autres pays, une formule d'emploi d'une qualité qu'on peut discuter et évaluer en tant que telle. Je reviendrai sur ce problème. Le dernier modèle, c'est le modèle continental conservateur qui a opéré à rebours du modèle scandinave. L'activité, il a d'abord mis en avant l'inactivité féminine plutôt que l'activité, autrement dit le centrement sur la famille, et ensuite l'activité à temps partiel plutôt que l'activité à temps plein. Tout ceci dans le contexte de faible fourniture de services publics de garde et de soins à la petite enfance. Les emplois à temps partiel, là, sont de qualité extrêmement variable, de bonne qualité dans le secteur public, mais beaucoup plus précaire et marginalisé dans le secteur privé. Le système fiscal allemand était défavorable aux couples biactifs et incitait essentiellement les femmes qui souhaitaient revenir en emploi après la naissance d'un enfant à prendre un emploi à temps partiel, point final. Et ce schéma familial traditionnel est encore plus évident en Europe du Sud. Les adaptations sont plus lentes et les adaptations, par exemple, du modèle allemand se sont diffusées beaucoup plus lentement dans l'Europe du Sud. Et pays comme le Portugal restent une exception. Alors, dans cette configuration-là, trois cas sont, je pense, intéressants à contraster. Je vais le faire en partie aujourd'hui et un peu plus tard. Le cas néerlandais, le cas britannique et le cas français. Je vais d'abord traiter du cas français. Le cas français se rapproche du modèle scandinave par un niveau relativement modéré, même s'il a connu une forte croissance du temps partiel, mais il reste en dessous du modèle anglo-saxon, par exemple, mais il diffère du modèle scandinave par un taux de participation des femmes au marché du travail qui reste inférieur. Donc, c'est là la raison de ceci, c'est que l'équilibre entre les mécanismes d'activation du marché du travail féminin et les mesures de politique familiale, cet équilibre est différent. Il est le produit d'une autre histoire, qui est une politique qui était plus ouvertement nataliste en France et qui a d'abord cherché à réduire les obstacles à l'emploi à temps plein à travers la réduction de ces obstacles, congé maternité, système de crèche, etc. Et dans ce contexte, quel est exactement le rôle que joue l'emploi à temps partiel ? Il est plus élevé donc, que dans le modèle scandinave, mais moins élevé que dans le modèle anglo-saxon. Le modèle français se rapproche du modèle continental au sens où l'emploi à temps partiel est très divisé. L'emploi à temps partiel de bonne qualité se retrouve davantage dans le secteur public et l'emploi à temps partiel précaire
et de faible qualité est présent dans le secteur privé. Pour vous fixer les idées, l'emploi à temps partiel dans le secteur public est important. Il est même très important. Il est au-dessus, en taux de salariés, il est au-dessus de l'emploi dans le secteur privé. C'est la courbe rouge. La courbe verte, c'est celle des particuliers du secteur privé et des entreprises publiques. Ça n'a pas été distingué dans ce graphique, mais les femmes, la statistique présente les femmes en courbe bleu clair et les hommes en violet. Mais ce qui m'importe ici, c'est la part de l'emploi public qui est à temps partiel. Alors, observez le mouvement de cette courbe et vous allez comprendre ce qui se passe. Le mouvement de cette courbe, il est extraordinairement sensible aux incitations ou désincitations à l'égard du temps partiel comme mécanisme de politique publique. Alors que l'évolution du temps partiel est à la hausse, elle est modulée, cette évolution, par les formes d'incitation qui sont un problème de traitement du marché de l'emploi. Et c'est là qu'est mon troisième point, c'est les politiques de soutien à l'emploi absorbent le temps partiel comme une formule. C'est un point important parce qu'on joue avec le temps partiel, on est dans l'univers de, par exemple, l'allègement des charges sur les bas salaires, tout ce qui est inférieur à 1,6 SMIC, et les emplois à temps partiel sont à peu près tous compris dans cet univers-là. De même, les politiques qui favorisent l'emploi peu qualifié ou la mise au travail des salariés peu qualifiés ou l'allocation d'emploi des salariés peu qualifiés jouent évidemment beaucoup aussi sur le temps partiel. Et les sommes qui sont allouées à ces politiques sont très importantes. Donc, le temps partiel est logé littéralement dans le modèle français à l'intérieur, à l'intersection entre des mécanismes de facilitation de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle d'un côté, mais aussi des mécanismes d'activation des soutiens publics au marché du travail. Et c'est cette imbrication ou cette interaction entre deux objectifs qui rend la lecture du temps partiel assez floue, assez complexe dans le cas français. Je vous présente ici ce que je vous disais sur les incitations. C'est un graphique qui a été réalisé par des chercheurs de la DARES. Les fluctuations de l'emploi à temps partiel sont extraordinairement bien corrélées aux mesures d'incitation ou de désincitation ou d'abolition de ces incitations. Ici figurent les décisions. Je ne vais pas les détailler, je n'ai plus le temps. Mais on voit bien qu'il y a une interaction directe. Tout ça, ce sont des mécanismes. Le temps partiel est littéralement relié à des leviers d'activation ou de désactivation des incitations à l'activité des salariés ou mise en emploi des chômeurs. Et dès que le levier est relevé, le temps partiel remonte. C'est un cas assez spectaculaire, je dois dire, ce qui veut dire que le temps partiel figure parmi ces mécanismes de flexibilisation politique, en quelque sorte, du travail. Dernier point, pour en terminer avec ce modèle, là, c'est l'emploi aidé dont on parle beaucoup. L'emploi aidé est lui-même extraordinairement corrélé au temps partiel. L'emploi aidé non marchand, qui est majoritaire, qui représente les 9/10 de l'emploi aidé, ici figure le secteur marchand, ici le secteur non marchand. C'est une donnée qui est toute récente. L'emploi aidé marchand est massivement à temps partiel. 20 heures ou moins, près de 50% des contrats figurent sous cette quantité-là.
et encore une vingtaine de pourcents entre 20 et 29 heures, 26 heures. Donc on a là un usage massif du temps partiel comme un mécanisme de gradation, de graduation de l'efficacité possible d'une politique d'activation de l'emploi, de soutien à l'emploi. Voilà ce que j'appelle une économie politique du temps de travail dans un modèle donné. Vous avez vu interagir des facteurs de relation à la politique familiale, les facteurs d'action sur le marché du travail, donc d'action sur le taux d'activité. Tout ça, c'est une action sur le taux d'activité. Et enfin, des mécanismes de préférence ou non, selon que c'est subi ou choisi, mais dans le choisi, quelles sont les intensités de préférence, j'en ai parlé, je les ai présentées, et j'examinerai dans la séance qui suit 2 points essentiels qui sont premièrement l'énorme contraste entre des contextes nationaux au regard de ce que vaut le travail à temps partiel pour les femmes, au juste, et je contrasterai la situation anglaise et néerlandaise d'un côté, et deuxièmement, un contexte, une mauvaise nouvelle pour le temps partiel, si je peux le dire, c'est qu'il y a un phénomène massif de polarisation des emplois, à la fois par les quantités et les qualifications, sur lesquels je vais insister en vous fournissant les éléments de preuve dont je dispose, mais qui sont un des grands sujets aujourd'hui de l'analyse des marchés du travail. Ce qui peut se résumer ainsi, la qualité et la quantité de travail sont corrélées positivement. C'est un souci, c'est un point tout à fait important à prendre en compte aujourd'hui, avec un effet... J'arrête. Je débordais de mon horaire de 11 heures, j'essaie de tenir. Et voilà, je vais accueillir mon invité s'il est arrivé. Il est là ou pas, et le voilà. Et je vais l'accueillir, je vais lui transmettre Je vais installer le PowerPoint.